Au camp Desert Hawk en Arizona, la sergente technique Maria Santos pompait du carburant dans des hélicoptères militaires. Ses mains stables ne la trahissaient en rien. Autrefois, elle avait été l'hélicoptériste la plus décorée de l'armée, avec plus de 200 missions de combat confirmées. 2 ans plus tôt, Maria avait été déchue de son statut de pilote pour avoir désobéi à un ordre direct d'abandonner une mission de reconnaissance, choisissant à la place de sauver des soldats capturés malgré le refus de son commandement. Lorsque 300 membres lourdement armés d'un cartel lancèrent une attaque coordonnée sur la base lors d'un week-end de personnel réduit, ils ne virent qu'une simple technicienne à neutraliser. Ils ignoraient que cette attaque pousserait la pilote déchue à prendre les commandes d'un Black Hawk et à prouver que parfois, les batailles les plus importantes nécessitent de briser les règles. Le soleil arizonien frappait sans pitié le tarmac, alors que Maria guidait le tuyau de carburant vers le réceptacle d'un UH-60 Black Hawk. La sueur perlant sous sa combinaison de vol, ses gestes restaient fluides et efficaces. Chaque connexion exécutée avec la même précision qu'elle appliquait autrefois lors des manœuvres tactiques en opération de combat. « Carburant, vous êtes prêt pour Hawk 7 ?» lança le sergent-chef Rick Martinez depuis le tarmac. Le vétéran désigna un UH-1 Huey récemment ravitaillé, ses pales d'hélicoptère projetant de longues ombres sur le béton. « Le colonel veut qu'il soit plein avant que le personnel réduit du week-end ne prenne le relais. » La mâchoire de Maria se contracta légèrement en terminant de remplir les réservoirs du Black Hawk. La vue des hélicoptères ne déclenchait plus la colère d'autrefois, mais lui rappelait encore des capacités qu'elle n'était plus autorisée à utiliser, les appels radio qu'elle ne pouvait plus traiter, les missions qu'elle ne pouvait plus effectuer, les vies qu'elle ne pouvait plus sauver parce qu'un général à Washington considérait qu'agir sans autorisation justifiait une mise au sol permanente. « Reçu, Ranch », répondit-elle d'une voix maîtrisée. « Donnez-moi 5 minutes pour terminer ici et faire mes contrôles finaux. » Le chef d'escadron James Park sortit du cockpit du Black Hawk, retirant son casque et passant une main gantée dans ses cheveux grisonnants. Pilote expérimenté depuis plus de 20 ans, son visage marqué témoignait du stress accumulé au fil des missions en territoire hostile. « Merci, Carburant », dit-il en descendant de l'appareil avec précaution. « La qualité du carburant aujourd'hui ?» « Nickel », assura Maria, déconnectant le tuyau avec un clic métallique satisfaisant. « Pas de particules, pas d'eau, pas de sédiments. Vous aurez chaque mile nautique pour lequel vous êtes prévu. » James hocha la tête avec appréciation. La plupart des spécialistes du carburant étaient incompétents. Mais Maria était différente. Elle comprenait l'aviation au-delà des manuels techniques et des protocoles de sécurité. Elle savait ce dont les pilotes avaient besoin, car elle connaissait le lien entre carburant propre et survie lorsque tout tourne mal. « Hey Maria !» appela le sergent Mike Thompson depuis la tour de communication, le casque radio repoussé sur le front. « Tu as vu les rapports de renseignement? La patrouille frontalière capte plus de trafic radio de la part des groupes de contrebande. Ils prévoient peut-être quelque chose de plus gros que d'habitude. » Maria regarda vers l'horizon sud où la chaleur faisait onduler le paysage désertique. Le camp Desert Hawk était à seulement 50 km de la frontière mexicaine, assez proche pour que les activités des cartels représentent une menace constante. La mission de la base, formée des pilotes d'hélicoptères, en faisait une cible précieuse pour les groupes comprenant l'avantage tactique des aéronefs à voilure tournante. « Combien de trafic ?» demanda-t-elle, évaluant déjà le niveau de menace potentielle avec son expérience de pilote. « Assez pour attirer l'attention du capitaine Rodriguez », répondit Mike, essuyant la sueur de son front. Elle a convoqué un briefing pour tout le personnel essentiel, pour discuter des protocoles de sécurité avant le week-end à effectif réduit. Maria sentit son expression se durcir légèrement. Le capitaine Elena Rodriguez avait été professionnelle lors de son transfert aux opérations de carburant, mais Maria ressentait toujours le regard analytique de l'officier lors des briefings. Elena connaissait son dossier et savait quel pilote l'armée avait perdu quand Maria avait choisi sa conscience plutôt que les ordres. « Je serai là après avoir fini avec le Huey », dit-elle en portant son équipement de ravitaillement. Le Huey reposait comme un vétéran mécanique. Son rotor unique et son fuselage allongé représentaient des décennies de service militaire fiable. Maria avait piloté des dizaines de ces appareils au cours de sa carrière, chacun ayant transporté des soldats américains de Vietnam à Afghanistan. Le sergent-chef Martinez faisait son inspection pré-ravitaillement avec sa minutie habituelle. « Elle est à toi, Carburant »
dit-il en tapotant la coque en aluminium avec affection. Le pilote veut réservoir plein plus réserve auxiliaire, prévue pour des vols d'entraînement prolongés la semaine prochaine. Maria commença sa checklist avec précision automatique, mais son esprit était ailleurs. Le cockpit du Huey semblait la fixer comme une accusation, rappelant des capacités qu'elle n'était plus autorisée à exercer. « Tu penses parfois à remonter là-haut » demanda Wrench doucement, suivant son regard vers le siège pilote. « Tous les jours » admit-elle avant de se reprendre. « Je veux dire, pas vraiment. Je suis contente de ce que je fais maintenant. » Wrench, avec son visage buriné, montrait une compréhension bienveillante. Il avait vu de nombreux équipages gérer des transitions de carrière. Certains s'adaptaient, d'autres portaient le poids des occasions perdues, comme des blessures physiques jamais guéries. « Tu sais, dit-il en réfléchissant, il y a plusieurs façons de garder les oiseaux en l'air. Ce que tu fais ici compte autant, voire plus, que ce qui se passe là-haut. Sans carburant propre et un entretien correct, aucun de ces pilotes ne rentre. » Avant que Maria ne réponde, le soldat Tyler Johnson arriva en courant sur le tarmac, manifestement pressé. L'ordinaire calme de ce jeune spécialiste de la sécurité était remplacé par une excitation à peine contrôlée. « Sergent Santos, sergent-chef Martinez » appela-t-il, essoufflé par la chaleur du désert. « Nous surveillons un trafic radio accru des groupes de cartels de l'autre côté de la frontière. Le renseignement pense qu'un événement majeur pourrait se préparer. » Les instincts de combat de Maria, émoussés par 2 ans de service au sol, se réveillèrent soudain. Son entraînement comprenait l'étude des tactiques de guerre asymétriques, et elle savait comment des organisations criminelles pouvaient menacer des installations militaires lorsqu'elles étaient suffisamment coordonnées. « Quel type de trafic ?» demanda-t-elle, adoptant le ton analytique des briefings passés. « Coordination entre différentes cellules », expliqua Tyler en s'assurant que personne n'écoutait sans autorisation. Le capitaine Rodriguez dit que les schémas de communication correspondent à une planification préopérationnelle. Plusieurs groupes discutent de timing, approvisionnement, évaluation des cibles. Wrench fronça profondément les sourcils, conscient de la vulnérabilité des appareils lors des opérations au sol. Évaluation de la cible. Parlait-on spécifiquement de la base? C'est ce qui inquiétait tout le monde. Tyler continua. Certaines interceptions mentionnent le nid du faucon et le carburant pour les appareils. Cela pourrait être métaphorique, mais le renseignement ne veut prendre aucun risque. Maria sentit un frisson malgré la chaleur de l'Arizona. Pendant la formation des pilotes, ils avaient étudié en profondeur les tactiques terroristes. Les attaques coordonnées sur des installations aériennes militaires étaient rares, mais dévastatrices lorsqu'elles réussissaient. Les organisations criminelles savaient que les hélicoptères étaient inutiles sans carburant, entretien et personnel qualifié. « Où est-ce le colonel Harrison maintenant » demanda-t-elle, son esprit déjà tourné vers la planification tactique. « Au centre des opérations » répondit Tyler. « Il rencontre tous les chefs de service et le personnel du renseignement. Le capitaine Rodriguez a essayé de te joindre à la radio. » Maria réalisa qu'elle avait éteint sa radio portative pendant les opérations de ravitaillement, protocole de sécurité standard lorsqu'on manipule du carburant et de l'équipement électrique. Elle la ralluma et entendit immédiatement la voix d'Elena demandant sa présence au centre des opérations. « Les copies du carburant sont en route pour le centre des opérations. » Elle répondit avec une autorité nouvelle, tandis qu'elle rassemblait son équipement. Maria remarqua que Wrench l'observait avec intérêt. Sa posture avait changé subtilement, épaule droite, dans l'attitude de quelqu'un habitué à prendre des décisions critiques sous pression. La présence instinctive d'un vétéran de combat se réaffirmait malgré 2 années de mise en retrait volontaire. « Tu es sûr de vouloir rester au sol ?» demanda-t-il avec un léger sourire. Maria s'arrêta, réfléchissant à cette question plus sérieusement que depuis des mois. Le week-end approchait, les rumeurs du cartel, la vue de son ancien appareil, tout semblait la pousser vers des décisions qu'elle évitait depuis sa comparution devant le Conseil de guerre. « Repose-moi la question demain », dit-elle finalement en se dirigeant vers le centre des opérations d'un pas long et déterminé. La base était déjà en posture de sécurité renforcée. En marchant, elle vit le personnel de sécurité patrouiller davantage et remarqua le sergent Danny Williams diriger l'installation de barrières supplémentaires autour des installations clés. Ghost était arrivé au Camp Desert Hawk 6 mois plus tôt, un spécialiste de la sécurité coriace et pragmatique de Géorgie qui avait gagné le respect par ses compétences plutôt que par l'intimidation. Le centre des opérations bourdonnait d'activités contrôlées.
En entrant, Maria vit les analystes du renseignement penchés sur leurs écrans, tandis que le personnel des opérations mettait à jour les tableaux de situation avec les dernières informations sur les menaces. La climatisation apportait un soulagement bienvenu, mais la tension était palpable. Le colonel Jack Harrison se tenait devant une grande carte de l'Arizona du Sud, discutant des vecteurs de menaces potentielles avec son état-major. Homme compact d'une cinquantaine d'années, aux tempes grisonnantes et au regard alerte, il avait passé sa carrière à prendre des décisions de vie ou de mort sous pression. Sa promotion au commandement de la base avait été méritée grâce à ses performances exceptionnelles lors de plusieurs missions de combat. « Ah, sergent Santos », dit-il en hochant légèrement la tête pour reconnaître son arrivée. Le capitaine Rodriguez expliquait justement pourquoi ton point de vue pourrait être précieux pour cette discussion. Le capitaine Elena Rodriguez, responsable du renseignement de la base, fit signe à Maria de rejoindre la table. Analyste pointue, elle avait rejoint l'armée par l'école des officiers après un master en relations internationales. Bien que son parcours fût plus traditionnel que celui de Maria, elle comprenait la valeur de l'expérience pratique dans l'interprétation des évaluations de menaces. Carburant, nous étudions les vecteurs d'attaque potentiels si des groupes du cartel décident de cibler la base, expliqua Elena en montrant diverses approches sur l'écran topographique. Ton expérience te donne une vision à la fois des opérations aériennes et terrestres, ce qui peut nous aider à identifier les vulnérabilités. Maria étudia la carte avec intérêt professionnel. Sa formation de pilote lui permettait d'identifier instinctivement les éléments clés du terrain, les routes d'approche et les positions défensives. L'emplacement de la base offrait à la fois des avantages et des vulnérabilités, claires à travers des yeux tactiques. Si je planifiais une attaque, commença-t-elle lentement, son esprit analytique prenant le dessus malgré sa mission actuelle, j'attendrais des conditions de personnel minimales. Les week-ends avec un effectif réduit offrent moins de défense et des temps de réponse plus lents. Conditions parfaites pour surprendre avant l'arrivée des renforts. Elena hocha la tête avec approbation, prenant des notes. Cela correspond aux interceptions que nous avons. Les références à un nid silencieux et peu gardé pourraient indiquer un effectif réduit. Le colonel Harrison traça du doigt les routes d'approche possibles de l'ennemi, son expression se faisant plus sérieuse face aux implications tactiques. Que viserais-tu en premier si tu dirigeais une telle attaque? La réponse de Maria fut immédiate, combinant son expérience de pilote et sa compréhension des opérations de la base. La zone de carburant, les parkings des appareils, les installations de communication, couper notre capacité à lancer des missions, puis isoler la direction du commandement supérieur. Tactique classique de perturbation. Exactement ce que nous pensons, acquiesça gravement le colonel. C'est pourquoi je veux que tu travailles directement avec le capitaine Rodriguez sur les préparatifs défensifs. Ton expérience unique pourrait s'avérer précieuse si nos inquiétudes se confirment. Pendant le briefing, Maria retrouva son état d'esprit analytique qui avait fait d'elle une pilote efficace. Chaque détail comptait. Chaque hypothèse devait être remise en question. Chaque scénario prévu. Les barrières psychologiques qu'elle avait construites autour de son expertise militaire commençaient à se fissurer sous la pression. Le briefing se termina avec des missions spécifiques pour renforcer la sécurité, mais Maria sentit que tous comprenaient qu'ils pouvaient faire face à plus que des préparatifs défensifs ordinaires. L'analyse du renseignement suggérait une planification coordonnée dépassant les opérations habituelles du cartel. En revenant vers la zone de carburant, elle remarqua la transformation de la base, d'un centre d'entraînement à une zone potentiellement en combat avec patrouilles accrues, positions défensives renforcées et tensions subtiles propres aux unités militaires préparant une action possible. Le week-end, avec un effectif réduit, diminuerait le personnel de Camp Desert Hawk de 60%, laissant les opérations essentielles aux spécialistes comme Maria, qui comprenaient à la fois leurs responsabilités immédiates et la vision tactique globale. Si le cartel planifiait une attaque, ils avaient bien choisi le moment, mais mal choisi la cible. Maria Santos allait se rappeler pourquoi on l'avait un jour appelée la pilote d'hélicoptère la plus innovante de l'armée, même si cette innovation lui avait coûté tout ce qu'elle pensait vouloir. Samedi matin arriva avec l'air frais du désert caractéristique du début de l'automne en Arizona. Maria effectua les contrôles de qualité du carburant avant l'aube, testant chaque réservoir pour détecter toute contamination pouvant clouer la flotte d'hélicoptères au sol. La solitude de ses routines matinales était devenue son refuge,
un moment où la base appartenait au personnel essentiel plutôt qu'au brouhaha des opérations de formation. Les lectures du matin sont bonnes, annonça-t-elle au sergent Carlos Gutiérrez, qui surveillait la distribution du carburant depuis la cabine de contrôle. Wire avait gagné son surnom grâce à son talent exceptionnel pour les systèmes électriques, et son expertise technique maintenait le système automatisé de gestion du carburant opérationnel malgré l'environnement désertique hostile. Reçu carburant, répondit Carlos par l'interphone. Nous affichons une capacité maximale dans tous les réservoirs de stockage. Cela devrait suffire pour des opérations prolongées si les informations d'hier se confirment. La mention éventuelle d'opérations de combat a rappelé à Maria à quelle vitesse une base d'entraînement peut devenir stratégique. L'emplacement de Camp Desert Hawk, près de la frontière, en faisait un site précieux, au-delà de la simple formation des pilotes, et chacun comprenait que leur mission de paix pouvait changer rapidement si des menaces régionales se concrétisaient. Le caporal Jessica Murphy sortit de l'infirmerie où elle avait mis à jour les protocoles d'intervention d'urgence. Après son diplôme en soins infirmiers, elle avait rejoint l'armée comme médecin et son expertise clinique avait été précieuse pour traiter des accidents d'entraînement ou des cas d'épuisement dus à la chaleur fréquents dans le désert de l'Arizona. Où en sommes-nous pour la préparation médicale? Demanda Maria, consciente que les capacités de traitement des blessés seraient cruciales si les avertissements étaient exacts. Nous sommes pleinement équipés et préparés pour des situations de masse, répondit Jessica, avec la confiance discrète des professionnels de santé. Nous avons coordonné avec le centre de traumatologie de Tucson pour des évacuations d'urgence, mais nos installations peuvent gérer un nombre important de victimes de manière autonome. Le bruit distinct des hélices interrompit la conversation. Le chef Warrant Officer James Park effectuait un vol d'essai matinal dans un UH-60 Blackhawk de la base. Les compétences de pilotage d'Ironside étaient légendaires, et sa présence offrait aux jeunes pilotes des occasions de formation avancée. Maria observa l'hélicoptère, évaluant instinctivement la technique du pilote et les performances de l'appareil. « Ça te manque, non » demanda une voix derrière elle. Major Frank Morrison s'approchait du centre des opérations, café à la main, l'uniforme légèrement froissé, suggérant une nuit de travail sur les rapports de renseignement. « Qu'est-ce qui me manquerait, monsieur ?» répondit Maria, sachant tous deux ce que signifiait vraiment la question. « Piloter », dit simplement Frank. 3 déploiements de combat, plus de 200 missions, des innovations en soutien aérien, rapprochées encore enseignées à Fort Rucker. Tu n'as pas perdu tes compétences. Maria ressentit la tension familière qui accompagnait toute discussion sur son passé de pilote. 2 années de distance émotionnelle avaient été créées des défenses dès que quelqu'un abordait sa transition vers le personnel au sol. Les compétences ne servent à rien si on ne peut pas les utiliser de manière responsable, répéta-t-elle avec prudence, reprenant le langage de sa cour martiale. Frank l'observa attentivement. Sauver des vies alors que suivre les ordres aurait signifié abandonner des soldats américains, ce n'est pas un échec de jugement, c'est exactement le type de courage moral que l'armée valorise. Avant que Maria ne réponde, la voix du sergent Mike Thompson retentit dans les communications de la base. Tout le personnel, contrôle des communications, mouvement hostile confirmé dans plusieurs secteurs au sud du périmètre. Appliquez immédiatement les protocoles de sécurité condition Delta. Ce n'est pas un exercice. Le protocole Delta représentait le niveau de menace le plus élevé, réservé aux attaques imminentes ou en cours. Les réflexes de Maria reprirent automatiquement, dormant depuis 2 ans. « Sergent Santos, j'ai besoin de vous au centre des opérations immédiatement », ordonna Frank, son attitude décontractée remplacée par l'intensité d'un vétéran. « Votre expérience tactique pourrait être cruciale. » Le centre des opérations s'était transformé en poste de commandement de terrain. Équipements supplémentaires, affichage tactique en temps réel et personnel en mouvement rapide caractérisaient l'urgence d'une menace imminente. La capitaine Elena Rodriguez exposait aux officiers supérieurs les événements de la nuit, montrant des photos de reconnaissance aérienne révélant des concentrations de véhicules près de la frontière mexicaine. « La situation a fortement évolué », annonça Elena. « Nous suivons le mouvement coordonné d'environ 300 individus en formation militaire professionnelle. Ce n'est pas une activité criminelle habituelle. » Le colonel Harrison comprit l'ampleur de la menace. 300 attaquants pouvaient submerger le Camp Desert Hawk malgré le faible effectif du week-end
et leur organisation militaire suggérait des capacités supérieures à celles d'un cartel classique. Quelle sorte de formation professionnelle demanda-t-il. D'anciens militaires mexicains, certains mercenaires et des conseillers étrangers formés aux opérations spéciales, répondit Elena. Imagerie satellite, armes lourdes, communication et coordination correspondant à une planification militaire. Maria observa les images, inquiète. Véhicules, position d'armes et déplacements révélaient une planification tactique avancée. Ce n'étaient pas des criminels désespérés, mais une force organisée. Leur objectif, demanda le sergent Danny Williams, responsable de la sécurité périmétrique. Capturer des hélicoptères intacts, répondit Elena. L'organisation militaire indique un usage opérationnel, pas une simple destruction. L'impact psychologique se fit sentir. Des hélicoptères capturés pourraient déstabiliser toute la région frontalière et servir de propagande. Effectif actuel demanda Harrison, évaluant la défense possible. 43 personnels essentiels pour toutes les spécialités, répondit Morrison. Forces de sécurité, maintenance, communication, médicale et soutien à un niveau minimal pour le week-end, pas pour le combat. Le calcul était brutal. 43 défenseurs contre 300 attaquants, même formés professionnellement et équipés d'armes lourdes, représentaient un désavantage considérable. Recommandation, invita le colonel sollicitant des avis tactiques. Maria se surprit à parler avant que sa pensée consciente ne puisse intervenir, son esprit analytique s'activant malgré 2 années à éviter toute responsabilité de commandement. Ils attendront des conditions optimales, l'aube ou le crépuscule pour des avantages de visibilité, un timing coordonné pour empêcher toute réponse efficace et plusieurs axes d'approche pour éviter un feu défensif concentré. Le capitaine Rodriguez acquiesça, impressionné par son analyse tactique. L'interception suggère un timing vers 18 heures aujourd'hui, plusieurs références à l'ombre grandissante et avant l'arrivée des renforts à la nuit. 6 heures, observa le colonel Harrison sombrement. Assez de temps pour se préparer, mais insuffisant pour un renfort significatif de la hiérarchie. Ils ont planifié cette opération avec soin. Maria étudia la base à travers un regard tactique. Sa formation de pilote identifiait automatiquement force et vulnérabilité défensive. La conception ouverte du camp Desert Hawk favorisait les opérations héliportées, mais posait des défis pour la défense terrestre face à des attaquants déterminés et nombreux. « Sir, dit-elle doucement, nous ne pouvons pas empêcher 300 professionnels de franchir le périmètre par des mesures défensives classiques, mais nous pouvons contrôler leurs points d'entrée, canaliser leur progression vers des positions préparées et leur faire payer un prix qui pourrait les dissuader. » Le major Morrison se pencha, intéressé, reconnaissant la voix de quelqu'un qui comprenait les principes de la guerre asymétrique, défense classique et profondeur. Utiliser l'infrastructure à notre avantage, reculer à travers des positions préparées. Les faire se battre pour chaque bâtiment. Mais s'ils atteignent leur objectif principal, demanda Elena, s'ils capturent les hélicoptères intacts, la défaite tactique deviendra un désastre stratégique, peu importe le nombre de pertes infligées. L'esprit de Maria passa en revue les options tactiques, considérant des solutions que la défense conventionnelle n'envisagerait pas. Son expérience de pilote offrait des perspectives que les stratégies terrestres seules ne pouvaient appréhender, révélant des solutions potentielles que d'autres pourraient manquer. Ils s'attendent à une défense statique, réalisa-t-elle, son esprit analytique accélérant à mesure que la clarté tactique revenait. Se terrer et attendre les renforts. Et si nous ne leur donnions pas ce type de combat? Le colonel Harrison l'observa attentivement, sentant qu'elle développait des idées au-delà de la doctrine défensive standard. Expliquez votre raisonnement, sergente. Défense mobile combinée à la neutralisation des actifs, poursuivit Maria. De petites équipes perturbant leur coordination tout en les empêchant d'atteindre leurs objectifs principaux. Les obliger à s'adapter à une résistance inattendue tout en leur refusant la récompense visée. Le concept suscita immédiatement l'intérêt de l'état-major, reconnaissant une pensée innovante offrant un avantage tactique face à des forces supérieures. L'histoire militaire démontrait que des défenseurs professionnels et créatifs pouvaient obtenir des résultats que la sagesse conventionnelle jugeait impossibles. Neutraliser les actifs signifie détruire les hélicoptères avant qu'ils ne soient capturés, observa Frank. Sommes-nous prêts à éliminer nos propres aéronefs pour empêcher leur acquisition par l'ennemi? La question soulignait les calculs difficiles que la guerre impose. Protéger des actifs précieux ou empêcher leur capture par l'ennemi
représentaient des décisions pouvant déterminer des conséquences stratégiques à long terme. Avant toute réponse, Tyler Johnson fit irruption dans le centre d'opération avec des informations confirmant leurs pires hypothèses tactiques. Le jeune spécialiste de la sécurité laissait transparaître une urgence inhabituelle. « Sir, nous avons des interceptions en temps réel », annonça-t-il essoufflé. Il finalise la coordination pour une attaque immédiate. L'attaque devrait débuter dans les 4 heures, peut-être moins si les conditions sont favorables. Le silence tomba alors que chacun évaluait l'impact de ce timing serré. 4 heures offraient un temps minimal pour préparer une défense qui pourrait déterminer si le camp Desert Hawk survivrait ou deviendrait une nouvelle victime des conflits frontaliers. Le colonel Harrison passa en revue son personnel avec le calme d'un commandant ayant pris de nombreuses décisions difficiles. Chaque personne représentait des capacités cruciales déterminant leurs chances de survie face à des forces écrasantes. « Recommandation pour action immédiate », demanda-t-il simplement, invitant quiconque avait un aperçu tactique à proposer. Maria sentit ses barrières psychologiques liées à son expertise militaire se dissoudre sous la pression. Ses camarades faisaient face à une menace nécessitant toutes les compétences disponibles, indépendamment de son rôle officiel ou de ses réticences à commander. L'horloge tournait vers ce qui pourrait être le combat le plus important de leur vie, et le sergent technique Maria Santos commençait à se rappeler pourquoi elle avait été jugée irremplaçable lorsque les approches conventionnelles échouaient. À 15 miles au sud du camp Desert Hawk, Eduardo Vasquez baissa ses jumelles et étudia le terrain désertique séparant sa force d'assaut de sa cible. El Lobo avait bâti sa réputation par une planification minutieuse et une exécution impitoyable, transformant une organisation de trafic régional en une unité proche de l'armée professionnelle. Son visage marqué témoignait de conflits ayant enseigné la valeur d'une force écrasante appliquée avec précision. La base américaine montre une activité minimale, rapporta Victor Clove, émergeant derrière un buisson désertique où il coordonnait les équipes de reconnaissance. L'ancien opératif Spetsnaz avait vendu ses compétences après l'effondrement soviétique et son expertise tactique s'était révélée cruciale pour des opérations nécessitant une précision militaire. « Minimale » demanda Eduardo, acceptant le rapport détaillé de Victor. « Équipage réduit, environ 50 personnes, surtout du personnel de soutien. Les mesures de sécurité indiquent une posture défensive routinière, pas une préparation à une attaque coordonnée. » Eduardo sourit en considérant les renseignements qui rendaient cette opération possible. Interception corrompue, plan détaillé obtenu auprès d'anciens personnels et observations minutieuses, offrant un avantage stratégique. « Les hélicoptères » demanda-t-il, ciblant l'objectif principal, justifiant le risque de l'attaque. 6 UH-60 Blackhawks, 4 UH-1 Hueys, installation de maintenance complète et carburant suffisant pour des opérations prolongées, confirma Victor. Une fois la résistance éliminée et les aéronefs sécurisés, nous aurons la supériorité aérienne régionale. Les implications stratégiques étaient colossales. Des forces de cartel équipées d'hélicoptères militaires pourraient contrôler de vastes territoires, neutraliser l'opposition gouvernementale et démontrer un pouvoir capable de rééquilibrer la région frontalière. Le succès transformerait l'organisation d'Eduardo d'une entreprise criminelle en une force quasi-militaire. Pendant ce temps, au camp Desert Hawk, Maria coordonnait les préparatifs défensifs avec l'efficacité de son expertise militaire refoulée. Le complexe de stockage de carburant avait été renforcé contre les tirs d'armes légères. Les systèmes critiques avaient été sauvegardés avec des équipements portables et des procédures d'évacuation étaient établies pour le personnel essentiel. La distribution de carburant était sécurisée. Elle fit son rapport au sergent technique David Kim, qui installait des redondances supplémentaires dans l'infrastructure de communication de la base. L'expertise électronique de Sparks garantissait que la coordination défensive continuerait même si les systèmes principaux subissaient des dommages de combat. « Bien reçu pour le carburant », répondit David via son casque. « Nous mettons en place des fréquences de secours et des stations relais portables. Même si la tour principale est détruite, nous garderons le contact entre les positions défensives. » La transformation du camp Desert Hawk d'un centre d'entraînement en forteresse s'accélérait à mesure que le personnel mettait en œuvre des protocoles d'urgence qui n'étaient jusqu'ici que théoriques. Chaque spécialiste apportait son expertise bien au-delà de ses responsabilités habituelles.
créant des défenses en couche pour compenser leur infériorité numérique. Le caporal Kevin O'Brien arriva depuis l'armurerie où il distribuait des munitions supplémentaires au personnel qui, normalement, n'emportait que pour l'entraînement. L'expérience logistique de Diesel s'avérait précieuse pour acheminer les fournitures défensives aux positions critiques avant l'attaque. Distribution de munitions terminée, annonça-t-il en consultant sa fiche avec son attention habituelle aux détails. Chacun a ses munitions de base et des chargeurs supplémentaires. Les fournitures STAT médicales sont positionnées dans des postes de secours alternatifs et les rations d'urgence sont distribuées à toutes les positions défensives. Maria acquiesça en vérifiant son propre équipement avec des gestes révélant une vaste expérience du combat. Son arme de poing, ses chargeurs supplémentaires, sa radio et sa trousse médicale étaient disposés avec la précision de quelqu'un qui sait que l'emplacement du matériel peut déterminer la survie dans le chaos. « Où en sommes-nous pour les armes lourdes ?» demanda-t-elle, consciente que les armes légères seraient insuffisantes contre des équipes d'assaut entraînées et possiblement motorisées. Limité, admit Kevin avec gravité. Quelques mitrailleuses M240, quelques armes anti-char AT-4 et tout ce que l'on peut monter sur véhicule. Rien qui n'arrête une attaque déterminée de forces professionnelles en supériorité numérique. La dure réalité de leurs limites défensives soulignait l'importance de l'innovation tactique plutôt que de réponses militaires classiques. Le personnel du camp devait maximiser chaque avantage et éviter aux assaillants une bataille directe favorable à leur supériorité numérique. Le sergent de première classe, Danny Williams, apparut depuis le périmètre où il avait positionné ses forces pour une efficacité défensive maximale. L'expertise tactique de Ghost avait créé des champs de tir croisés, forçant les attaquants à traverser des zones de mise à mort planifiées. Mais ces positions n'étaient efficaces que si elles étaient défendues par du personnel compétent. La sécurité du périmètre est établie, rapporta-t-il avec un calme professionnel dissimulant son inquiétude. Nous avons des postes d'observation, des tirs croisés et des positions de repli, mais nous sommes étirés et des attaquants professionnels identifieront rapidement les points faibles. Le colonel Harrison sortit du centre des opérations avec des renseignements actualisés, donnant une image de plus en plus urgente de la crise. Sa présence de commandement restait ferme, mais la tension de préparer la bataille avec peu de ressources se lisait autour de ses yeux. « Dernières interceptions, attaque prévue dans 2 heures, annonça-t-il. Toutes les préparations doivent être terminées immédiatement. Une fois l'approche commencée, nous aurons peu de temps pour ajuster. » Ces 2 heures représentaient un délai très serré pour finaliser les mesures défensives tout en maintenant la préparation mentale nécessaire pour un combat prolongé. Maria ressentit les réactions familières qui refaisaient surface après des années de dormance. La sergente d'état-major Amanda Brooks coordonnait la distribution des armes depuis l'armurerie avec efficacité, reflétant son expertise en armement. Torch, experte en explosifs et armes d'équipage, jouerait un rôle crucial pour maximiser les capacités limitées en armes lourdes. Des mines Claymore sont placées au point d'entrée probable, rapporta-t-elle en vérifiant la couverture défensive. Détonation à distance et position de tir de rechange pour les mitrailleuses sont prêtes. Les préparations montraient un plan militaire professionnel adapté à la situation, mais tout le monde savait que 2 heures étaient insuffisantes face à des attaquants organisés et nombreux. Le Major Frank Morrison s'approcha de Maria, semblant sur le point de poser une question délicate. L'expertise tactique d'Eagle identifiait des capacités que les affectations défensives classiques n'exploitaient pas pleinement. « Sergent Santos, j'ai besoin de vous interroger sur les opérations hélicoptères, » dit-il directement. « Pas le carburant, mais le vol. » Maria sentit la tension familière liée à ses compétences en aviation, mais la crise imminente rendait les préoccupations personnelles secondaires. « Que voulez-vous savoir exactement, monsieur? Ces appareils peuvent-ils soutenir des attaques au sol? J'ai lu vos tactiques innovantes développées en mission. Elles pourraient être pertinentes maintenant. » La question força Maria à confronter des possibilités qu'elle évitait depuis qu'elle avait perdu son statut de pilote. « Les UH-60 peuvent être configurés pour différentes missions, » répondit-elle avec prudence. « Mais ce ne sont pas des appareils d'attaque principaux. Armement limité, vulnérables aux tirs au sol, blindage minimal. Les utiliser contre des forces organisées serait extrêmement risqué. » Frank acquiesça, conscient des limitations techniques, mais reconnaissant certaines capacités exploitables en urgence. Avant qu'elle ne réponde, le capitaine Elena Rodriguez interrompit avec des mises à jour
confirmant les pires hypothèses tactiques. Résumé final. 300 attaquants répartis en 6 équipes d'assaut avec objectifs précis. L'équipement de communication suggère une coordination par un personnel ayant une formation militaire avancée. Armes lourdes, RPG, mitrailleuses et systèmes montés sur véhicules. La menace était clairement planifiée par des forces professionnelles capables de submerger les positions défensives par une attaque soutenue, pas seulement par la surprise tactique. Le chef des opérations aériennes, James Park, rejoignit le briefing après les contrôles finaux des appareils. Son expertise de pilotage faisait de lui un atout pour toute décision tactique impliquant les hélicoptères. Tous les appareils sont pleinement ravitaillés et mécaniquement opérationnels, rapporta-t-il avec précision professionnelle. Nous devrions discuter des procédures d'évacuation si certaines positions deviennent intenables. Ces hélicoptères peuvent transporter le personnel essentiel en sécurité si la base devient impraticable. La suggestion d'évacuation mettait en lumière la dure réalité. Même des unités militaires professionnelles pouvaient se retrouver dans des situations où la survie nécessitait d'abandonner position et équipement. Maria envisageait des alternatives dépassant les simples mesures défensives ou retrait stratégique. Et si l'évacuation n'était pas la seule option, demanda-t-elle doucement, son esprit tactique s'activant malgré les restrictions officielles sur sa participation aux opérations aériennes. Le colonel Harrison l'observa attentivement, comprenant les implications de sa question. « Explique ton raisonnement, sergent. » Maria poursuivit. « La mobilité aérienne offre des avantages tactiques que les mesures défensives terrestres ne peuvent égaler. Ses capacités analytiques se manifestaient malgré 2 années de suppression volontaire, d'observation, de coordination, de relais de communication et d'intervention potentielle contre des cibles à haute valeur. Le concept suscita immédiatement l'intérêt du personnel supérieur, conscient que des approches innovantes pouvaient offrir des capacités que la doctrine défensive classique ne permettait pas. L'histoire militaire démontrait que des désavantages numériques pouvaient être surmontés par la créativité tactique plutôt que par l'acceptation d'un rapport de force défavorable. Le sergent Maria Fernandez sortit du centre de communication avec des mises à jour sur la coordination avec le commandement supérieur. L'expertise en navigation de Compass avait été précieuse pour établir des liens de communication alternatifs susceptibles de résister aux premières phases de l'assaut. Le commandement régional est au courant de notre situation, mais les délais de renfort suggèrent que nous serons seuls pendant au moins 6 heures. Toute force de soutien arrivera bien après la phase critique de l'attaque. 6 heures d'opération indépendante signifiaient que le personnel du Camp Desert Hawks devait réussir tactiquement par ses propres moyens. Le défi mathématique de 43 défenseurs contre 300 assaillants nécessitait des solutions que la doctrine militaire classique n'envisageait pas. Alors que les préparatifs touchaient à leur fin, Maria comprit qu'elle devait prendre des décisions déterminantes non seulement pour son avenir immédiat, mais potentiellement pour la survie de tous sur la base. Son expertise technique et ses connaissances en opérations de carburant étaient précieuses, mais ses compétences en aviation de combat pouvaient en changer l'équilibre tactique. Le soleil montait vers l'après-midi, les rapprochant de 18 heures, moment identifié par le renseignement pour l'attaque. Les forces d'Eduardo Vasquez effectuaient leurs propres préparatifs finaux, coordonnant les équipes d'assaut et confirmant les objectifs, déterminant la survie du camp. Le sergent technique, Maria Santos, comprenait que parfois, les batailles les plus cruciales exigeaient de briser les règles, celles qui avaient mis fin à sa carrière aérienne. La question était de savoir si elle était prête à tout risquer à nouveau pour les personnes qu'elle voulait protéger. 1 heure avant l'assaut prévu, Eduardo Vasquez reçut la confirmation de ses équipes de reconnaissance que le Camp Desert Hawk ignorait le mouvement coordonné de 300 combattants à portée de frappe. Le commandant du cartel étudia son dispositif tactique avec satisfaction, notant la perfection du timing pour un avantage opérationnel maximal. Les forces américaines de renfort sont stationnées à plus de 200 km, rapporta Diego Moreno, son lieutenant de confiance, avec précision professionnelle. Le temps de réponse est estimé à au moins 4 heures, si notre opération est détectée immédiatement. 4 heures suffisaient largement pour atteindre les objectifs et se retirer avant qu'une réponse militaire américaine ne menace l'opération. Victor Clove émergea des broussailles du désert après avoir coordonné les ajustements finaux de position pour ses équipes. L'expertise tactique de l'ancien opérateur Spetsnaz avait transformé l'organisation criminelle d'Eduardo en une force quasi militaire.
Toutes les équipes sont prêtes, annonça Victor. Les équipes lourdes sont positionnées pour le feu de suppression. Les équipes de pénétration ont identifié les entrées principales. Les réserves sont prêtes à exploiter les opportunités. Au camp Desert Hawk, Maria termina les inspections finales des systèmes de carburant des aéronefs tout en luttant contre des conflits internes accumulés durant la journée. Ses responsabilités techniques étaient remplies, les préparatifs défensifs complets, mais son expertise en combat offrait des possibilités interdites par ses affectations officielles. Tous les avions affichent une pleine capacité de carburant et un fonctionnement optimal, déclara-t-elle au sergent-chef Rick Martinez, qui sécurisait l'équipement de maintenance pouvant devenir projectile pendant le combat. « Excellent travail, Fuel », répondit Rick, notant la tension dans sa posture. « Mais tu sembles en proie à des décisions dépassant le carburant. » Maria admit. « Je réfléchis juste aux possibilités tactiques. Comment compenser nos désavantages numériques par des approches innovantes plutôt que défensives classiques ?» Ces propos impliquaient des décisions risquées pour sa carrière, mais potentiellement cruciales pour la survie collective. L'aviateur de base Robert Wilson, depuis son poste de garde, confirma les estimations de renseignements sur la coordination ennemie. « Sergent Santos, je vois des nuages de poussière au sud, signe de mouvement de véhicules importants. Le motif indique une avance coordonnée, plusieurs axes d'approche et un espacement professionnel. » La confirmation visuelle transforma les évaluations théoriques de menaces en réalité tactique imminente. Les instincts de combat de Maria, refoulés pendant 2 ans, réclamaient soudain une attention et une réponse immédiate. « Combien de véhicules ?» demanda-t-elle, sa voix prenant le ton analytique qu'elle utilisait autrefois lors des briefings de mission. Difficile de déterminer le nombre exact à cause de la poussière et de la distance, mais certainement plus que lors des patrouilles frontalières ou des opérations de contrebande classiques. « Cela ressemble à un mouvement militaire », répondit Robert. La voix du colonel Jack Harrison grésilla dans les communications de la base, confirmant que la situation tactique avait atteint une phase critique. Sa présence commandante restait stable, mais le calendrier compressé exigeait des décisions cruciales pour que les préparatifs défensifs soient efficaces. Tout le personnel, ici le commandement de la base. Les forces ennemies sont à vue et approchent plusieurs secteurs simultanément. Mettez immédiatement en œuvre les protocoles défensifs finaux. Ce n'est plus un exercice. L'annonce provoqua des réactions immédiates à Camp Desert Hawk, le personnel se déplaçant vers les positions défensives préparées toute la journée. Maria se retrouva partagée entre ses tâches de gestion du carburant et ses instincts tactiques qui réclamaient une participation plus active. Le capitaine Elena Rodriguez transmit les mises à jour tactiques depuis son poste de surveillance avec un calme professionnel, masquant l'urgence réelle. Son analyse avait permis une alerte précoce, mais la collecte de renseignements se transformait en évaluation de terrain. Forces ennemies confirmées, plus de 200 hommes dans les éléments avancés. Des réserves supplémentaires suggèrent que la force totale correspond aux estimations précédentes. Organisation militaire professionnelle évidente, rapporta-t-elle par communication cryptée. Les chiffres représentaient des chances écrasantes que la doctrine défensive conventionnelle jugeait presque impossible à surmonter avec des positions statiques et peu de personnel. L'esprit tactique de Maria commença à calculer des alternatives utilisant mobilité et approches innovantes. Le sergent-chef Mike Thompson coordonnait les communications depuis le centre opérationnel de la base, tout en surveillant les fréquences ennemies. Ils utilisent des communications militaires cryptées. Gestion professionnelle des fréquences, signaux coordonnés, sécurité opérationnelle comparable aux forces spéciales. Ce ne sont pas des organisations criminelles classiques. Maria comprit que les mesures défensives classiques pouvaient être insuffisantes face à des attaquants formés militairement et équipés. La docteure Patricia Walsh sortit de l'infirmerie, prête à traiter les blessés de combat soutenus. Installation prête pour les victimes de masse. Capacité chirurgicale, stock sanguin adéquat. Procédure d'évacuation coordonnée avec les hôpitaux civils. Si le nombre de victimes dépasse notre capacité, nous prioriserons selon les besoins tactiques plutôt que l'éthique médicale. Maria réalisa que chaque spécialiste devrait faire face à des conflits entre limitations professionnelles normales et exigences tactiques exceptionnelles. La sous-officier Lisa Jackson surveillait les systèmes de défense aérienne et coordonnait avec la sécurité pour d'éventuelles menaces aériennes. Aucun contact aérien détecté. Les forces ennemies sont au sol.
Nous avons la supériorité aérienne si nous choisissons de l'exploiter. La supériorité aérienne représentait un avantage tactique potentiel, mais l'exploiter nécessiterait des décisions de commandement dépassant ses restrictions actuelles et le personnel limité de la base. Le caporal Miguel Rivera coordonnait les équipes d'intervention d'urgence pour évaluer et réparer rapidement les systèmes critiques. Équipes prêtes pour réaction immédiate, lutte contre l'incendie, évacuation médicale, restauration des communications, réparation structurelle. Les préparatifs reflétaient une planification militaire professionnelle, mais tous savaient qu'une attaque prolongée causerait des dégâts plus rapidement que les petites équipes ne pourraient réparer. La survie dépendrait de la prévention plutôt que de la réaction. Le chef Warrant James Park s'adressa à Maria sur les possibilités tactiques qu'elle envisageait. « Sergeant Santos, j'ai besoin de votre avis professionnel sur l'emploi de nos hélicoptères en combat. Pas comme spécialiste carburant, mais basé sur votre expérience de vol et vos innovations tactiques. » Maria réalisa que ses compétences de pilotage pourraient changer l'équilibre tactique si elle acceptait les risques. « Les UH-60 peuvent être adaptés pour le combat, » répondit-elle, avec des modifications de terrain. Armes montées sur les portes, équipement de relais de communication, plateforme d'observation. « Et pour l'engagement direct ?» demanda Park. « Risque très élevé, protection limitée, vulnérables au feu ennemi, capacité d'armement minimale. Mais avec tactiques appropriées, certaines situations sont envisageables. » Sous pression, Maria vit ses barrières psychologiques autour de ses compétences aériennes disparaître. Chaque capacité disponible pouvait compenser un désavantage numérique, mais nécessitait des décisions de commandement explicites. Dans les dernières minutes avant l'assaut, Eduardo Vasquez coordonna ses équipes, constatant que les défenses américaines semblaient faibles et désorganisées. Sa formation militaire lui laissait penser que la victoire était assurée par la force écrasante contre une résistance inadéquate. Mais les évaluations de l'intelligence d'Eduardo n'avaient pas pris en compte la possibilité que le spécialiste en carburant du Camp Desert Hawk soit en réalité l'un des pilotes de combat les plus innovants de l'aviation militaire. Quelqu'un dont la créativité tactique avait autrefois redéfini la doctrine d'emploi des hélicoptères et qui était sur le point de se rappeler que certaines batailles nécessitent exactement le type de transgression des règles que la sagesse militaire conventionnelle décourage. La sergente technique Maria Santos faisait face au moment qu'elle avait évité pendant 2 ans, et l'assaut imminent allait l'obliger à prendre des décisions qui détermineraient non seulement son avenir immédiat, mais aussi la survie de toutes les personnes, dépendant de sa volonté de faire tout ce qui serait nécessaire lorsque tout était en jeu. La première explosion brisa le silence du désert exactement à 18h. Un souffle tonitruant qui fit trembler les fenêtres du Camp Desert Hawk et força le personnel à se précipiter vers des positions défensives qu'ils avaient répétées mais espéraient ne jamais devoir utiliser. Maria ressentit la déflagration à travers le sol en béton du bunker de stockage de carburant où elle s'était positionnée pour le combat. Son oreille entraînée identifia immédiatement la signature d'explosifs militaires déclenchés contre la clôture périmétrique. Secteur de contact 7. Le sergent de première classe, Danny Williams, transmit via les communications tactiques, masquant l'adrénaline du premier contact. Plusieurs brèches, estimation d'un élément de Tile Company, travail de démolition professionnelle, pas d'engin improvisé. Le crépitement des tirs automatiques résonna à travers la base alors que les forces de sécurité engageaient la première vague d'intrus. À travers les fenêtres renforcées de sa position, Maria voyait les lueurs des armes éclairer le crépuscule comme des lucioles mortelles, chaque rafale révélant des figures se déplaçant avec précision militaire dans les brèches du périmètre défensif. Eduardo Vasquez surveillait la phase initiale de l'assaut depuis son poste de commandement, observant des écrans tactiques montrant ses forces effectuer des opérations de percée avec une efficacité exemplaire. Sa formation militaire professionnelle avait préparé des attaques coordonnées qui submergeaient les positions défensives grâce à une pression simultanée en plusieurs points. Les équipes de percée signalent une pénétration réussie au point désigné, confirma Diego Moreno via communication chiffrée. Le feu défensif américain est précis mais insuffisant pour stopper l'avancée. Les équipes de réserve sont prêtes pour la phase d'exploitation. Victor Koff menait l'élément d'assaut principal à travers la plus grande brèche.
Sa formation Spetsnaz se révélait dans chaque mouvement calculé alors qu'il dirigeait 20 combattants vers le hangar de maintenance des hélicoptères. L'ancien opératif des forces spéciales savait que rapidité et agressivité étaient essentielles pour empêcher une réponse défensive organisée pouvant neutraliser leur avantage numérique. Au complexe de stockage de carburant, Maria coordonnait avec le sergent technique David Kim pour maintenir les systèmes d'énergie et de communication malgré les efforts ennemis de perturber l'infrastructure de la base. L'expertise électronique de Spark gardait les systèmes critiques opérationnels, mais l'assaut soutenu testait les capacités de secours au-delà des paramètres normaux. L'alimentation principale tient, mais nous subissons des impacts sur les lignes de distribution, rapporta David en surveillant l'état des systèmes depuis plusieurs points. Les générateurs de secours sont en ligne, mais la consommation de carburant est plus élevée que prévu si cela continue longtemps. Une nouvelle série d'explosions secoua la base, les forces ennemies ciblant des installations spécifiques avec une précision démontrant une connaissance détaillée du camp Desert Hawk et de ses capacités défensives. Cette coordination professionnelle dépassait tout ce que Maria avait rencontré lors de ses déploiements, suggérant des capacités ennemies supérieures à la guerre asymétrique habituelle. Le sergent d'état-major Mike Thompson transmettait des mises à jour tactiques depuis le centre de communication tout en coordonnant les réponses défensives à travers plusieurs secteurs. Son expertise était essentielle pour maintenir la cohésion des unités alors que la bataille se fragmentait en combats dispersés dans l'ensemble de la base. Les forces ennemies avancent sur les zones de stationnement des aéronefs depuis 3 directions, annonça-t-il. Les mouvements coordonnés montrent qu'ils priorisent les hélicoptères plutôt que de viser des victimes humaines. Cela confirme nos informations. L'objectif est la capture, pas la destruction. Cette évaluation tactique clarifia la compréhension de Maria des intentions ennemies et des options défensives. La défense terrestre conventionnelle pourrait retarder les assaillants, mais ne pourrait pas les empêcher d'atteindre leurs objectifs principaux grâce à leur supériorité numérique. La caporale Jessica Murphy établit un poste médical avancé dans le hangar de maintenance, pouvant soigner les blessés tout en restant proche pour soutenir les opérations défensives. Sa formation médicale était mise à l'épreuve par des blessures de combat dépassant les accidents de formation habituels, et son expertise clinique sauvait des vies dans des conditions impossibles. 3 blessés, 2 graves mais stables, rapporta-t-elle tout en appliquant des bandages de pression sur un spécialiste des forces de sécurité touché par des éclats de RPG. Les fournitures médicales suffisent pour le moment, mais un combat prolongé dépassera notre capacité de traitement. Le Major James Park apparut à la position de Maria avec l'urgence dictée par des développements qu'elle ne suivait pas depuis ses fonctions sur le carburant. La conscience tactique d'Ironside avait identifié des menaces nécessitant une réponse immédiate avant que les positions défensives ne deviennent complètement intenables. Sergeant Santos, nous devons discuter immédiatement des options aériennes, dit-il sans préambule. La défense terrestre est submergée plus rapidement que prévu. La coordination ennemie est exceptionnelle et ils atteignent leurs objectifs tactiques avant le calendrier prévu. Maria observa la situation à travers les postes d'observation, notant la progression professionnelle des attaquants malgré les tirs défensifs. La réalité mathématique de 43 défenseurs contre 300 assaillants professionnels produisait exactement les résultats prévus par la doctrine tactique. Quelles options aériennes spécifiques demanda-t-elle, tous deux comprenant les implications. Observation et coordination initiale, répondit James. Se mettre en vol pour fournir un renseignement tactique inaccessible depuis le sol, relayer les communications entre équipes isolées et éventuellement intervention directe si nécessaire. Cette proposition représentait exactement le type de décision que Maria avait évité depuis qu'elle avait perdu son statut de pilote. Son expertise aérienne pourrait compenser leur désavantage numérique, mais l'utiliser risquait de mettre fin à sa carrière militaire. Avant qu'elle ne puisse répondre, l'aviatrice Carlos Gutiérrez fit irruption dans le bunker avec des informations confirmant leurs pires craintes. La surveillance des communications ennemies révélait une coordination surpassant les évaluations précédentes et des capacités imprévues. Ils ont une sécurité de communication professionnelle, annonça-t-il, essoufflé. Cryptage militaire, signaux synchronisés, procédures opérationnelles conformes aux protocoles des forces spéciales. De plus, ils discutent de la phase 2, incluant la préparation immédiate des aéronefs pour le départ.
Cette révélation transforma leur compréhension tactique. Il ne s'agissait plus seulement de défendre, mais d'empêcher le vol d'aéronefs militaires précieux. Les forces ennemies prévoyaient de s'envoler avec les hélicoptères capturés, créant des implications stratégiques bien au-delà de la simple défense de base. La voix du colonel Jack Harrison grésilla dans les communications de commandement, reflétant la rapidité de la détérioration de leur situation défensive. Toutes les positions défensives, les forces ennemies ont percé les secteurs 4 et 6. Repliez-vous immédiatement sur les positions secondaires. La priorité est d'empêcher l'ennemi d'accéder aux avions à tout prix. L'ordre de repli confirmait que les lignes défensives principales cédaient sous l'assaut continu de forces professionnelles en supériorité numérique écrasante. Maria comprit que la défense conventionnelle approchait du point où un retrait tactique serait la seule option pour préserver le personnel. La sergente-chef Jennifer Taylor transmettait depuis sa position des rapports de situation de plus en plus alarmants. Les équipes défensives étaient coordonnées, mais les probabilités de tenir étaient contre elles. Les forces ennemies atteignaient désormais le périmètre des hangars. Les techniques de tir et de mouvement de l'ennemi reflétaient une formation militaire professionnelle. Le sergent-major Rick Martinez tentait de neutraliser les hélicoptères pour empêcher leur capture, mais le temps manquait pour sécuriser tous les appareils. « Je peux désactiver la gestion moteur de la plupart des avions », annonça-t-il, mais l'ennemi avance plus vite que prévu. Certains appareils risquent d'être capturés avant que je termine. Maria réalisa que ses compétences de pilote pouvaient inverser la situation. Malgré sa position relative de sécurité, son expertise aéronautique représentait un multiplicateur de force potentielle. Elle demanda calmement « James, quel appareil est prêt pour un décollage immédiat? » « Hawk 2 est prêt, carburant et armement opérationnel. »« Système testé, » répondit-il. Maria s'équipa méthodiquement, ses gestes révélant un entraînement intense. Malgré 2 ans hors cockpit, elle obtint l'autorisation de décoller en urgence. La situation exigeait des mesures extrêmes pour empêcher l'ennemi de réussir. Le capitaine Elena Rodriguez confirma l'urgence. Les forces ennemies étaient à 50 mètres des hélicoptères. Il n'y avait plus de temps pour hésiter. Maria transmit « Fall 2 demande de démarrage moteur immédiat. » Maria, pilote de combat, accepta enfin son rôle. L'attaque du Camp Desert Hawk entrait dans sa phase critique. Elle monta dans le cockpit du UH-60, retrouvant instinctivement ses réflexes de pilote. Les odeurs d'hydraulique et d'électronique ravivèrent souvenirs et émotions. Tour, ici Hawk 2, demande de démarrage moteur immédiat. Les tirs ennemis résonnaient autour du hangar, mais le rugissement des turbines concentra son attention. À travers les fenêtres, elle vit l'équipe d'assaut de Viktor Kosov avancer avec précision militaire. « Démarrage moteur gauche, normal », annonça-t-elle en surveillant les instruments. Les turbines du UH-60, fiables même en conditions extrêmes, commençaient à équilibrer la situation tactique. Le chef Warren James Park apparut au niveau de l'appareil, évaluant sa préparation. « Les systèmes sont normaux et les armes chargées », confirma-t-il, assurant l'efficacité des contrôles pré-vol externes. Maria était prête. Elle allait utiliser son expertise pour transformer le cours de la bataille. Les mitrailleuses de bord étaient équipées de 500 cartouches par poste. Le matériel de communication avait été testé et était opérationnel. Démarrage du moteur normal, poursuivit Maria en maintenant sa voix stable. À mesure que la seconde turbine atteignait sa vitesse de fonctionnement, les systèmes de l'appareil s'animaient autour d'elle, passant de simples machines à un système d'armes capable de combat en 3 dimensions. Le capitaine Elena Rodriguez transmettait des mises à jour tactiques depuis son poste de surveillance du renseignement, soulignant l'urgence des opérations aériennes. Son analyse suivait les avancées ennemies qui risquaient d'atteindre leurs objectifs avant que les défenses ne puissent réagir. Équipe d'assaut Hawk 2 à 50 mètres des positions de l'appareil, rapporta-t-elle via les fréquences tactiques. Coordination militaire professionnelle. Estimation 5 minutes avant que les hélicoptères ne soient compromis. Maria acheva sa liste de contrôles pré-vol abrégés, tandis que les tirs ennemis s'intensifiaient autour du hangar. Les procédures de sécurité normales étaient compressées par la nécessité tactique, mais son expérience du combat lui donnait confiance. Les systèmes essentiels fonctionnaient malgré le calendrier accéléré. Tower, Hawk 2 prêt au décollage immédiat, transmet-elle en activant les rotors pour assurer la portance.
Demande de fréquence tactique et position amise actuelle. Hawk 2, autorisé à décoller dans n'importe quelle direction. Répondit Mike. Les forces amies étaient marquées par des balises infrarouges. Tout autre personnel devait être considéré comme Sea hostile. Les règles d'engagement, feu libre sur toute menace envers le personnel de la base. Les pales du rotor commencèrent leur rythme caractéristique, tandis que Maria augmentait l'inclinaison collective et se préparait au décollage malgré des conditions difficiles. Les tirs ennemis créaient des risques supplémentaires, mais son expérience transformait ces obstacles en défis gérables. Le sergent-chef Rick Martinez apparut à la porte de l'appareil avec du matériel pour renforcer les capacités de combat en vol. L'expertise mécanique de Wrench avait permis des modifications improvisées dépassant les limites standards. Munitions supplémentaires pour les mitrailleuses, annonça-t-il en chargeant des ceintures de cartouches. Équipement de relais de communication si besoin, fourniture médicale d'urgence pour évacuer les blessés. Maria confirma la réception de l'équipement tout en effectuant les vérifications finales de contrôle pour s'assurer de la réactivité de l'appareil avant de s'engager dans la mission. Sa formation de pilote insistait sur la vérification systématique des capacités avant d'accepter des risques tactiques pouvant compromettre des ressources précieuses. Eduardo Vasquez suivait l'assaut depuis son poste de commandement, notant des développements inattendus non prévus dans le plan opérationnel. Ses écrans tactiques montraient une percée réussie des positions défensives, mais les rapports de renseignement indiquaient une activité aérienne inhabituelle nécessitant une évaluation immédiate. Son d'hélicoptère dans la zone cible, rapporta Raúl Guerrero, spécialiste des armes, surveillant les réactions défensives américaines. L'expérience de Muerte comprenait des opérations antiaériennes et son avertissement signalait des menaces pouvant compliquer la mission. Confirmer le type d'appareil et ses intentions probables, ordonna Eduardo en ajustant les plans tactiques pour contrer les menaces aériennes inattendues. Sa formation militaire comprenait les opérations hélicoptères et il comprenait la multiplication de forces que ces plateformes pouvaient apporter. L'équipe d'assaut de Victor Clove atteignit le parking des hélicoptères au moment où Maria décollait dans l'obscurité croissante. Son expertise tactique reconnaissait l'importance des opérations aériennes américaines et sa réaction immédiate démontrait un entraînement militaire professionnel adapté à l'imprévu. Hélicoptère américain en vol, rapporta-t-il, via communication cryptée, guidant ses forces vers des positions couvertes. Appareil unique en configuration de reconnaissance armée. Demande de soutien anti-aérien immédiat. Maria monta à altitude tactique, tandis que ses systèmes de vision nocturne permettaient une observation détaillée des positions ennemies sur tout le Camp Desert Hawk. L'imagerie thermique révéla des mouvements coordonnés confirmant l'organisation professionnelle des forces attaquantes. Tower, Hawk 2 en vol, observation de plusieurs concentrations ennemies. Transmet-elle en virant à gauche pour éviter les tirs. Estimation, 40 ennemis dans le parking des appareils. Équipe supplémentaire progressant vers le centre de communication et l'armurerie. La sergente Jennifer Taylor, depuis sa position défensive, confirma que l'observation aérienne permettait des réponses plus efficaces que le renseignement au sol. Hawk 2, vos rapports nous permettent de coordonner les tirs défensifs plus efficacement. Les positions ennemies cachées au sol sont visibles depuis votre altitude. La perspective aérienne transforma la compréhension tactique de Maria, d'action défensive fragmentée à une conscience complète du champ de bataille. Sa formation lui faisait identifier automatiquement concentration ennemie, mouvement et centre de coordination invisibles au sol. Moi, Tower, j'observe des éléments de commandement ennemis à environ 200 mètres au sud-est de la porte principale, rapporta-t-elle tout en manœuvrant pour maintenir l'observation et éviter les tirs anti-aériens. Plusieurs véhicules avec antenne de communication semblent être le centre de coordination de l'assaut. La voix du colonel Jack Harrison craqua dans les fréquences de commandement, prenant des décisions tactiques adaptées à la situation. Hawk 2, élément de commandement ennemi, cible de grande valeur, autorisation d'engager toute menace envers la sécurité de la base ou du personnel, confirma-t-il via communication cryptée. Cette autorisation rappela à Maria la décision qui avait mis fin à sa carrière de pilote 2 ans auparavant, mais les circonstances tactiques exigeaient des choix dépassant les régulations en temps de paix et les considérations de carrière. Ses camarades se battaient pour survivre et ses capacités pouvaient déterminer leur sort.
Le sergent technique David Kim coordonnait énergie et communication tout en surveillant l'impact des opérations aériennes sur les capacités de coordination ennemies. Trafic radio ennemi en hausse, il discute des procédures anti-aériennes et demande soutien pour engager les cibles aériennes. Votre présence perturbe clairement leur planification. Maria entama son premier tir sur les positions menaçant le centre de communication. Son entraînement calculait automatiquement angle d'approche et solution de tir pour maximiser l'efficacité tout en minimisant l'exposition. Les mitrailleuses de bord offraient un feu de suppression pour soutenir la défense au sol. Hawk 2. Tir actif sur position ennemie près du centre de communication, annonça-t-elle en plongeant sur ses cibles avec une précision désormais familière. Les 50 calibres détruisaient les positions ennemies à 600 coups par minute. Maria observa les équipes d'assaut se disperser sous le feu, incapables de survivre malgré leur entraînement d'infanterie. Impact direct sur l'équipe d'assaut ennemie, rapporta-t-elle en remontant de sa plongée d'attaque et en manœuvrant pour éviter le feu de riposte. Plusieurs victimes, les survivants se replient vers des positions couvertes. Le sergent-chef Danny Williams, depuis sa position de sécurité, transmit avec excitation, reflétant comment le soutien aérien changeait l'équilibre tactique de leurs opérations défensives. La formation tactique de Ghost exploitait les avantages offerts par le soutien hélicoptère aux forces au sol sous pression. Travail exceptionnel, Hawk 2, confirma-t-il via les fréquences tactiques. Cette équipe ennemie nous avait bloqués pendant 15 minutes. Nous avons maintenant la liberté de mouvement et pouvons avancer sur nos objectifs. Victor Clove dirigea ses forces vers les positions anti-aériennes tout en adaptant ses plans d'assaut pour tenir compte du soutien aérien américain non prévu par son renseignement. L'ancien opérateur des forces spéciales comprenait que les opérations hélicoptères pouvaient neutraliser les avantages numériques par mobilité et concentration de puissance de feu. Toutes les équipes avec capacité anti-aérienne, priorité, l'hélicoptère américain, ordonna-t-il par communication cryptée. Coordonner le tir surface-air, sauf si des pertes amies sont nécessaires pour éliminer le soutien aérien rapproché. Maria vira brusquement pour éviter les traçantes dirigées vers son appareil à travers l'obscurité. Ces manœuvres d'évitement démontraient des compétences de pilote dormante, mais intactes. Le jeu d'échecs tridimensionnel du combat air-sol se réaffirmait avec une clarté mortelle. Sous le feu de plusieurs positions, elle transmit tout en maintenant des tactiques d'évasion qui rendaient sa trajectoire imprévisible. Les forces ennemies privilégiaient l'engagement anti-aérien au détriment des opérations au sol, offrant exactement le type d'opportunité qu'un emploi innovant de l'hélicoptère pouvait créer. En détournant l'attention ennemie vers la défense aérienne, Maria réduisait la pression sur les défenseurs au sol tout en créant des ouvertures pour des contre-attaques. La sergente technique Maria Santos refusait désormais de se limiter ou de suivre aveuglément les régulations en temps de paix. Pilote de combat expérimentée, elle utilisait 2 décennies de service militaire pour protéger ceux qui dépendaient de ses compétences, indépendamment des conséquences sur sa carrière ou de la conformité réglementaire. Elle vira à gauche alors que de multiples flux de traçantes convergeaient vers elle depuis des positions dissimulées autour du périmètre. Le tir anti-aérien était coordonné et professionnel, suggérant des forces ennemies comprenant du personnel formé à la défense aérienne et non des résistances improvisées. Hawk 2 subissait un feu de sol efficace provenant de plusieurs sources. Elle transmit tout en exécutant des manœuvres d'évitement dans l'espace tridimensionnel. L'ennemi avait établi un réseau de défense aérienne coordonné plus rapidement qu'anticipé, nécessitant des approches innovantes dépassant la doctrine conventionnelle d'emploi des hélicoptères. L'expérience de Maria lui permit de comprendre que des trajectoires de vol statiques la rendraient vulnérable, tandis qu'une évasion aléatoire réduirait l'efficacité du soutien aux opérations défensives. Antonio Valdez coordonnait les équipes anti-aériennes depuis son hangar de maintenance, dirigeant le tir surface-air pour forcer l'hélicoptère américain à rester sur un profil défensif. Son expertise tactique neutralisait l'avantage aérien par une coordination de feu disciplinée. Concentrer le tir sur les trajectoires prévues, ordonnait-il, observant les manœuvres d'évasion. Maria réalisait qu'elle affrontait des adversaires comprenant le combat air-sol des 2 perspectives. Pendant ce temps, la Dre Patricia Walsh mettait en place les procédures de triage d'urgence, traitant des blessures dépassant les protocoles de formation en temps de paix et sauvant des vies dans des conditions impossibles.
12 blessés, 4 critiques, rapporta-t-elle via le réseau médical, soulignant l'importance d'un succès tactique rapide plutôt qu'une attrition prolongée. Le caporal Kevin O'Brien coordonnait le réapprovisionnement en munitions, assurant le maintien du feu malgré la supériorité numérique ennemie. Les taux de consommation dépassaient les prévisions et il avertit que 2 heures de tir soutenu risquaient de réduire l'efficacité si les stocks venaient à manquer. Les opérations de Maria représentaient un facteur multiplicateur, réduisant la consommation de munitions tout en augmentant l'efficacité défensive. Tour Hawk 2 demande désignation de cibles prioritaires, transmet-elle, observant via imagerie thermique des concentrations ennemies invisibles au sol. Je repère plusieurs cibles de haute valeur pouvant perturber la coordination ennemie. Le sergent-major Mike Thompson coordonnait les positions au sol et les opérations aériennes, assurant un lien combiné malgré les efforts de guerre électronique ennemis. Hawk 2, cible prioritaire, élément de commandement ennemi à 200 mètres au sud-est de la porte principale. Secondaire, équipe armée lourde menaçant les secteurs défensifs 4 et 7, confirma-t-il, en intégrant observation au sol et reconnaissance aérienne. Maria initia son approche vers l'élément de commandement, calculant des profils d'attaque, minimisant l'exposition au feu anti-aérien et maximisant l'efficacité. Eduardo Vasquez suivait les évolutions tactiques depuis son véhicule de commandement, adaptant les plans à l'action aérienne américaine non prévue. Luis Ramos préparait ses missiles portatifs depuis sa position dissimulée, attendant l'opportunité optimale pour engager l'hélicoptère, perturbant leur coordination d'assaut. L'expertise en armement de Tormenta comprenait les systèmes solaires, et sa patience créait des opportunités tactiques capables d'éliminer la principale menace pour le succès de la mission. L'avion cible maintient un profil de vol évasif, rapporta-t-il, suivant les mouvements de l'hélicoptère à travers les dispositifs optiques. Des techniques de pilote professionnels, mais des exigences d'approche prévisibles pour engager l'ennemi créaient des fenêtres de vulnérabilité. Maria plongea vers l'élément de commandement ennemi avec une agressivité contrôlée, reflet de sa confiance croissante dans son appareil et son jugement tactique. Les barrières psychologiques qui l'avaient empêché de voler pendant 2 ans avaient disparu, remplacées par une concentration analytique froide pour éliminer les menaces pesant sur ses camarades. Hawk 2 tire près sur cible, annonça-t-elle en alignant les systèmes d'armes de son hélicoptère sur les véhicules ennemis représentant des capacités de coordination. Les mitrailleuses montées sur les portes rugirent avec une précision dévastatrice, neutralisant équipements de communication et personnel, provoquant des explosions secondaires dues aux réserves de carburant et de munitions. L'impact psychologique fut immédiat et visible sur toutes les positions ennemies. Le sergent Paul Thompson, depuis l'armurerie, observait les effets du soutien aérien sur le moral et la coordination ennemie. L'expérience tactique de Hammer consistait à identifier comment les opérations d'hélicoptères créaient des opportunités pour les forces terrestres. La coordination ennemie se dégrade après la destruction des éléments de commandement, rapporta-t-il, satisfait. Plusieurs équipes d'assaut opèrent désormais indépendamment, créant des opportunités pour des contre-offensives. L'évaluation tactique confirma que l'innovation de Maria et son choix de cible produisaient des résultats au-delà de simples pertes ennemies. En éliminant la coordination, elle transformait un assaut militaire organisé en actions fragmentées, plus facile à gérer pour les forces défensives. Victor Clove tenta de rétablir le contrôle tactique parmi les équipes dispersées, mais ses connaissances de l'ancien Spetsnaz étaient dépassées par les innovations défensives américaines. Tous les chefs d'équipe appliquaient les procédures de coordination de secours, ordonna-t-il, tout en constatant que les opérations d'hélicoptères éliminaient systématiquement ses avantages tactiques. La senior airman Lisa Jackson surveillait les radars, détectant des mouvements indiquant que l'ennemi pourrait posséder des avions non déployés initialement. Contact aérien possible venant du sud-ouest, signala-t-elle, estimant l'arrivée dans 20 minutes si vitesse et trajectoire restaient constantes. Cette information pouvait transformer l'équilibre de la bataille si le soutien aérien ennemi intervenait avant que les défenses du camp Desert Hawks ne réussissent. Maria comprit qu'elle devait accomplir ses objectifs avant de faire face à l'opposition aérienne. La capitaine Elena Rodriguez transmit les mises à jour tactiques, identifiant que l'ennemi tentait de concentrer sa défense aérienne autour de ses hélicoptères. L'ennemi vise à sécuriser ses aéronefs malgré le combat, prévint-elle.
Maria réalisa que prévenir la capture nécessitait des tactiques innovantes dépassant l'emploi conventionnel des hélicoptères. Tour, j'observe l'avancée ennemie vers les zones de stationnement malgré nos tirs, rapporta Maria. Ils acceptent des pertes pour atteindre leurs objectifs principaux. Le colonel Jack Harrison coordonnait les opérations défensives en équilibrant nécessité tactique immédiate et considérations stratégiques à long terme. Hawk 2, empêcher la capture d'hélicoptères est prioritaire, confirma-t-il. Il autorisa toutes tactiques nécessaires pour empêcher l'ennemi d'accéder aux appareils, y compris la destruction des hélicoptères capturés si leur récupération était impossible. Cette flexibilité était exactement ce que la structure de commandement précédente de Maria avait refusé, menant à sa cour martiale pour avoir choisi le succès de la mission plutôt que la conformité réglementaire. Cette fois, le commandement soutenait explicitement les approches innovantes axées sur les résultats. Le caporal Miguel Rivera coordonnait les équipes d'urgence pour l'évaluation des dégâts et la réparation rapide des systèmes nécessaires aux opérations aériennes continues. Les réserves de carburant sont suffisantes pour des opérations prolongées, rapporta-t-il, planifiant le ravitaillement sous conditions de combat. L'équipement au sol était prêt pour un service rapide. Maria identifia sa prochaine cible. Les équipes d'armes lourdes menaçant les positions défensives avec des tirs coordonnés. Hawk 2 approche sur secteur 7, transmet-elle, calculant les angles pour maximiser la surprise tout en minimisant l'exposition aux tirs antiaériens. Chaque attaque démontrait sa confiance et son efficacité croissante, reflet de l'innovation qui l'avait rendu légendaire dans l'aviation militaire. La sergente technique Maria Santos n'était plus la spécialiste au sol, mais une pilote de combat utilisant toutes ses capacités pour protéger ceux qui dépendaient de sa volonté de transgresser les règles quand nécessaire pour la réussite de la mission et la survie. Luis Ramos suivait le missile portatif tout en traquant l'hélicoptère de Maria à travers des dispositifs optiques, compensant ses manœuvres évasives. Tormenta avait attendu 15 minutes pour l'opportunité d'engagement optimale, et le dernier passage de Maria offrait exactement la fenêtre de vulnérabilité dont il avait besoin. Cible verrouillée, tir, annonça-t-il, actionnant le déclencheur d'un missile à tête chercheuse conçu pour engager des avions volant bas. Le missile solaire fonça vers l'hélicoptère de Maria avec une précision mortelle. Son système de guidage infrarouge suivait la signature thermique du moteur via des algorithmes sophistiqués nécessitant peu de compétences de l'opérateur. Ce type d'arme transformait les organisations criminelles en menaces crédibles. Les systèmes d'alerte de Maria s'activèrent, déclenchant des manœuvres d'évasion automatique. Ses mains contrôlaient l'appareil avec précision, déployant contre-mesures et manœuvres pour briser le verrouillage du missile. Hawk 2, missile en approche. Elle augmenta la puissance et plongea vers le terrain pour masquer sa signature thermique, libérant chaff et leurre. Le missile explosa à 50 mètres derrière elle, endommageant partiellement la queue mais sans provoquer de défaillance critique. Le capitaine James Park suivait les systèmes depuis le hangar, coordonnant le soutien au sol. Ironside fournissait un diagnostic à distance. Hawk 2, dommages contrôlables, continua les opérations mais évite les manœuvres extrêmes. Maria devait équilibrer risque et nécessité tactique. Le sergent Maria Fernandez coordonnait le suivi radar des contacts venant du Mexique. Plusieurs hélicoptères militaires approchaient, confirmant les pires scénarios. Son hélicoptère seul, endommagé, contre plusieurs appareils armés. Eduardo Vasquez confirma l'arrivée imminente du soutien aérien, essentiel pour compenser les pertes au sol. Amanda Brooks préparait des charges explosives sur les hélicoptères pour empêcher leur capture. Tyler Johnson surveillait les mouvements ennemis autour des réservoirs de carburant, signalant une réorganisation professionnelle malgré les pertes. Maria effectua un nouvel tir contre les positions ennemies, adaptant sa trajectoire aux menaces de missiles et aux dégâts subis. Les tirs précis et les explosions secondaires réduisaient l'efficacité ennemie. Victor Clove coordonnait la défense antiaérienne, forçant des manœuvres vulnérables aux hélicoptères. Patricia Walsh supervisait l'évacuation médicale, maintenant l'efficacité malgré 18 blessés, dont 7 critiques mais stables. Carlos Gutiérrez interceptait les communications ennemies, révélant la coordination entre l'assaut au sol et le soutien aérien entrant. L'expertise technique de Wire fournissait des informations sur les intentions ennemies,
crucial pour déterminer les préparatifs défensifs pour un engagement aérien. Les forces aériennes ennemies se coordonnaient avec les troupes au sol pour attaquer immédiatement les positions des avions. Il avertissait via les réseaux de renseignement tout en surveillant les fréquences, révélant des capacités sophistiquées de commandement et de contrôle. Le calendrier suggérait une attaque coordonnée air-sol dans les 5 minutes. Ce délai compressé éliminait les options de défense conventionnelles et imposait des décisions tactiques qui détermineraient si le Camp Desert Hawk survivrait à cette phase critique. Maria comprit que ces opérations d'hélicoptères passaient du soutien au sol au combat air-air contre un nombre inconnu d'appareils ennemis. Tour Isihoku demande d'évaluation tactique immédiate des avions ennemis entrants. Elle transmit en gagnant de l'altitude pour obtenir un avantage stratégique. Radar Hawk 2. 4 contacts en formation. Configuration estimée UH-1 avec modification d'armes probables. La caporal-chef Lisa Jackson confirma via les fréquences de défense aérienne que les profils de vol suggéraient des pilotes militaires, non civils. 4 hélicoptères ennemis contre un appareil américain endommagé représentaient un rapport jugé insurmontable par la doctrine tactique conventionnelle. Les innovations de Maria dans l'emploi des hélicoptères visaient précisément ces situations impossibles, où la survie nécessitait des approches non reconnues par l'entraînement militaire classique. Le colonel Jack Harrison coordonnait les préparatifs finaux tout en équilibrant nécessité tactique immédiate et considérations stratégiques. Tous les postes, le soutien aérien ennemi est imminent, annonça-t-il, garantissant que les préparatifs défensifs incluaient les menaces aériennes en plus de l'assaut au sol. Hawk 2, autorisation d'engager tout avion ennemi avec toutes les tactiques nécessaires à la réussite de la mission. Cette autorisation offrait à Maria une flexibilité totale que sa hiérarchie précédente lui avait refusée. Le sergent-chef Rick Martinez coordonnait le support maintenance pour préparer des réparations rapides si des dommages étaient réparables sur le terrain. L'expertise mécanique de Wrench assurait des options de secours malgré les efforts ennemis pour éliminer le soutien aérien américain. L'évaluation des dommages indique que le vol est toujours possible. Éviter les manœuvres extrêmes, mais l'engagement tactique reste faisable. Maria repéra les hélicoptères ennemis approchant en formation militaire, indiquant une capacité de coordination et d'armement professionnel. Contact. 4 appareils ennemis, sud-ouest, 600 mètres. Elle initia des manœuvres de combat pour se positionner malgré le désavantage numérique. La bataille aérienne pour le Camp Desert Hawk allait commencer. Maria Santos se préparait à démontrer que des tactiques innovantes pouvaient surmonter des chances impossibles. Les 4 hélicoptères ennemis apparaissaient dans l'obscurité comme des prédateurs mécaniques, leur feu de navigation éteint, leur approche coordonnée avec une précision militaire. Hawk 2, contact visuel avec les éléments aériens ennemis. Elle manœuvrait pour prendre un avantage positionnel avant que l'engagement devienne inévitable. Formation UH-1, armes externes visibles, profil de vol professionnel. Le leader ennemi, Pablo Ua, dirigeait la formation avec confiance, planifiant spécifiquement d'éliminer les hélicoptères américains. Son expérience militaire incluait le combat air-air et son évaluation tactique indiquait qu'un appareil endommagé pouvait être détruit par la puissance de feu coordonnée. L'appareil cible maintient des manœuvres d'évitement, rapporta-t-il via communication cryptée. Maria initia un virage ascendant, plaçant son hélicoptère entre la formation ennemie et le Camp Desert Hawk, forçant les attaquants à manœuvrer contre le terrain. Son expérience de combat montrait que le positionnement pouvait compenser un désavantage numérique si elle contrôlait la géométrie de l'engagement. Le premier hélicoptère ennemi ouvrit le feu avec ses mitrailleuses, les traçants illuminant la nuit comme des feux d'artifice mortels. Maria vira brusquement à droite en descendant rapidement pour rompre leur solution de tir. Son hélicoptère endommagé répondait lentement mais correctement aux commandes exigeantes. Tir venant de plusieurs appareils, annonça-t-elle en exécutant des manœuvres d'évitement qui dispersèrent la formation ennemie et empêchèrent une attaque coordonnée. Les pilotes ennemis montraient une compétence professionnelle, mais maintenaient une formation serrée limitant les manœuvres individuelles. Le sergent Mike Thompson coordonnait le soutien au sol tout en surveillant l'engagement aérien pour déterminer si le Camp Desert Hawk conservait la supériorité aérienne.
L'expertise de la tour permettait de coordonner les opérations air-sol malgré les efforts ennemis pour perturber les réseaux de commandement. Hawk 2, les forces au sol observent l'engagement aérien, confirma-t-il, suivant le combat via radar et observation visuelle. L'assaut terrestre ennemi s'était temporairement arrêté pour éviter les tirs amis. Cette situation représentait un avantage inattendu que Maria pouvait exploiter si elle maintenait l'engagement aérien assez longtemps pour empêcher le soutien aérien ennemi d'aider les forces au sol. Son combat contre les 4 hélicoptères créait des bénéfices opérationnels au-delà du simple combat air-air. Javier Herrera coordonnait la communication entre air et sol tout en adaptant les plans tactiques pour tenir compte des capacités américaines dépassant les estimations du renseignement. L'expertise technique de Sungre assurait la coordination malgré les conditions de bataille difficiles. Le pilote américain utilise le terrain et les manœuvres pour compenser le désavantage numérique, observa-t-il, recommandant une attaque coordonnée depuis plusieurs vecteurs. Maria plongea vers le sol désertique, tandis que 2 hélicoptères ennemis la poursuivaient, tirant des mitrailleuses dont les impacts éclataient sur les rochers et le sol dur autour de son appareil. Chaque décision tactique obligeait les poursuivants à descendre sous l'altitude de tir optimale tout en exposant les autres ennemis à des contre-attaques. Le rotor de queue endommagé provoquait des vibrations qui compliquaient le contrôle précis de l'hélicoptère, mais l'expérience de Maria avec les procédures d'urgence en hélicoptère lui permettait de maintenir l'appareil malgré ses limitations mécaniques. Sa formation de pilote insistait sur la poursuite des opérations même avec des systèmes dégradés lorsque la mission était essentielle. Hawk 2 manœuvrait pour séparer la formation ennemie. Elle transmit tout en montant rapidement derrière des reliefs qui cachaient ses mouvements aux poursuivants, créant des occasions de combat individuels plutôt que de faire face à une attaque coordonnée. Le colonel Jack Harrison surveillait le combat aérien tout en coordonnant les opérations terrestres qui profitaient du soutien aérien ennemi réduit. Sa compréhension tactique reconnaissait que le combat aérien de Maria offrait des avantages stratégiques dépassant la simple confrontation avion contre avion. GTC toutes les positions au sol, le soutien aérien ennemi est engagé avec nos appareils, annonça-t-il via les réseaux de commandement, observant comment le combat aérien perturbait la coordination ennemie. L'avancée vers les objectifs était facilitée, tandis que les hélicoptères ennemis étaient occupés en combat aérien. La situation tactique terrestre favorisait les forces défensives, les hélicoptères ennemis se concentrant sur l'air plutôt que sur le soutien rapproché des équipes d'assaut. L'acceptation par Maria du combat aérien créait des avantages tactiques exploités par ses camarades. Le sergent technique David Kim surveillait les systèmes de puissance et de communication tout en analysant la télémétrie montrant que l'hélicoptère fonctionnait au-delà des limites normales. Les systèmes montrent des signes de stress, rapporta-t-il, recommandant d'éviter les manœuvres extrêmes pouvant provoquer une défaillance complète. Maria vira à gauche, tandis que des roquettes tirées par les hélicoptères ennemis explosaient autour d'elle, les concussions testant ses commandes endommagées. Les ennemis escaladaient l'intensité avec des explosifs conçus pour détruire des cibles blindées. Maria annonça que les avions ennemis utilisèrent des roquettes, manœuvrant pour éviter des dommages catastrophiques sur son hélicoptère déjà compromis. Les indications montraient des pilotes et équipements professionnels. La spécialiste radar, Lisa Jackson, suivait le combat aérien et signalait les menaces supplémentaires grâce aux signatures électroniques détectées. Plusieurs lancements de roquettes détectés, avertit-elle, observant la coordination ennemie pour submerger les capacités d'évasion. Maria exécuta une manœuvre tactique, plaçant un hélicoptère ennemi entre elle et les autres, les forçant à cesser le feu pour éviter les tirs amis et créant des occasions d'engager des cibles individuelles. Son innovation transforma le désavantage numérique en avantage tactique. Les mitrailleuses de son hélicoptère touchèrent leur cible. L'hélicoptère ennemi commença à fumer et à étinceler, indiquant des dommages critiques. Impact direct sur l'ennemi, rapporta-t-elle, observant l'atterrissage d'urgence vers le désert. Pablo Aoa adapta sa tactique, reconnaissant que les compétences du pilote américain dépassaient les évaluations de l'ennemi. Le pilote cible démontre une capacité exceptionnelle, admit-il, tout en dirigeant les autres vers des attaques coordonnées pour limiter les avantages tactiques américains.
La caporale Jessica Murphy coordonnait le soutien médical et l'évacuation des blessés, profitant de la distraction aérienne ennemie. Maria monta rapidement alors que les 3 hélicoptères ennemis tentaient une attaque coordonnée. Son appareil montrait des signes de stress croissant, mais sa position tactique obligeait les ennemis à manœuvrer individuellement. Le 2e hélicoptère ennemi tenta une attaque rapprochée, mais la manœuvre de Maria le contraignit contre le terrain désertique. Son contre-feu endommagea le rotor de queue, provoquant un atterrissage d'urgence. 2e hélicoptère ennemi neutralisé, annonça-t-elle. Le sergent-major Rick Martinez surveillait les systèmes via diagnostics à distance, prêt à intervenir si l'hélicoptère subissait de nouveaux dommages. Les 2 derniers hélicoptères ennemis adaptaient leur tactique à des attaques à longue portée avec roquettes. Maria attaqua en piqué, se plaçant sous les appareils ennemis et utilisant le relief pour éviter les tirs. Cette innovation tactique força les ennemis à choisir entre garder l'avantage d'altitude ou s'exposer à un combat rapproché où les compétences supérieures de Maria étaient décisives. Hawk 2 engage les derniers ennemis, annonça-t-elle, réduisant la distance malgré les explosions et éclats autour de son hélicoptère endommagé. 2 appareils ennemis restants. Pilotes professionnels coordonnant leur tactique. Le militaire Tyler Johnson observait depuis le sol, coordonnant avec les forces de sécurité l'avancée contre les positions ennemies. Les forces au sol tentent de se désengager, rapporta-t-il, constatant une retraite plutôt qu'une poursuite de l'assaut. La perte du soutien aérien semble affecter leur confiance opérationnelle. Le 3e hélicoptère ennemi a subi des dommages critiques lorsque le tir de mitrailleuse de Maria a percé son système de carburant, provoquant une panne mécanique qui a forcé un atterrissage d'urgence. Sa patience tactique et son positionnement éliminèrent systématiquement l'avantage numérique par des engagements individuels plutôt que par le combat en formation. 3e, appareil ennemi neutralisé, panne du système de carburant. Elle a transmis tout en se déplaçant pour intercepter le dernier hélicoptère, tentant un retrait tactique vers le territoire mexicain. Un appareil restant. Le pilote semble se désengager du combat. Pablo Hua a compris que continuer le combat face à la supériorité des pilotes américains entraînerait la perte complète de son élément aérien sans atteindre les objectifs tactiques. Son jugement militaire professionnel a suggéré un retrait stratégique plutôt que d'accepter une défaite inévitable. Contact rompu. Retour à la base, a-t-il annoncé via communication cryptée, tout en amorçant un départ à vitesse maximale vers l'espace aérien mexicain. La capacité du pilote américain dépasse les paramètres opérationnels. Poursuivre le combat est tactiquement déconseillé. Maria a laissé le dernier hélicoptère ennemi se retirer plutôt que de le poursuivre en espace international, évitant ainsi des complications diplomatiques. Sa victoire tactique avait éliminé le soutien aérien ennemi, tout en montrant que l'emploi innovant d'un hélicoptère pouvait surpasser des probabilités impossibles. Menace aérienne ennemie éliminée. Elle a transmis en se retournant vers le Camp Desert Hawk, où les opérations au sol remportaient un succès décisif en l'absence de soutien aérien ennemi. Tous les appareils ennemis neutralisés ou retirés. Supériorité aérienne rétablie. La sergente technique, Maria Santos, avait démontré que parfois les victoires les plus importantes ne viennent pas du respect strict des règlements, mais de la capacité militaire à protéger ceux qui dépendent de guerriers prêts à tout lorsque tout est en jeu. Ces hélicoptères ont atterri sur le terrain du Camp Desert Hawk, avec le lourd bruit d'un appareil poussé au-delà des limites opérationnelles. La vapeur s'échappait des moteurs surchauffés et le fluide hydraulique coulait des conduites endommagées, laissant des traces sombres sur le béton. Souvenir de la nuit à venir. Hawk 2, sécurisée sur le pont, elle a transmis via les fréquences aéronautiques tout en commençant les procédures d'arrêt, révélant l'étendue des dommages subis. Les voyants d'alerte s'allumaient comme des décorations de Noël, chaque indicateur représentant des systèmes ayant fonctionné au-delà de leurs spécifications. Le Master Sergeant Rick Martinez est arrivé avec les équipes de maintenance, qui ont immédiatement évalué les dommages pour déterminer si l'hélicoptère pouvait être réparé ou nécessitait un remplacement complet. « Vol exceptionnel, Sergent Santos », a-t-il dit en examinant les dégâts du rotor de queue qui auraient dû rendre le vol impossible. Cet appareil a encaissé des dommages qui auraient tué la plupart des pilotes, mais vos compétences l'ont ramené.
La reconnaissance semblait surréaliste après 2 ans d'évitement de toute mention de ses capacités aériennes interdites. Maria est descendue du cockpit, épuisée physiquement et émotionnellement, mais avec un sentiment d'accomplissement absent depuis sa cour martiale. Le colonel Jack Harrison s'est approché avec les officiers supérieurs qui avaient suivi l'engagement depuis le centre d'opération. Son expression montrait à la fois soulagement et appréciation professionnelle, des résultats tactiques dépassant toutes les attentes. Les rapports préliminaires indiquent que vos opérations ont éliminé le soutien aérien ennemi et fourni une assistance cruciale à la défense terrestre, annonça-t-il, soulignant l'importance pour sa carrière future. Vos innovations tactiques ont évité ce qui aurait pu être un désastre complet. Eduardo Vasquez a transmis les ordres de retrait aux équipes d'assaut survivantes, reconnaissant que les objectifs de mission étaient inatteignables après la suppression du soutien aérien et l'effondrement de la coordination tactique. Toutes les unités procédaient immédiatement aux extractions, commanda-t-il via communication cryptée, observant que la défense américaine avait dépassé ses prévisions opérationnelles. La priorité de la mission était le sauvetage du personnel plutôt que l'accomplissement des objectifs. L'ordre de retrait représentait une victoire tactique complète pour les défenseurs du camp Desert Hawk. Maria comprenait que le succès avait été rendu possible par des innovations défiant la doctrine militaire conventionnelle. Sa décision de retourner aux opérations de vol avait été confirmée par les résultats, Kebacha, même si les implications réglementaires restaient incertaines. La capitaine Elena Rodriguez coordonnait la collecte de renseignements tout en documentant les leçons tactiques pour la planification défensive future. Son analyse montrait comment une préparation professionnelle pouvait surmonter un désavantage numérique grâce à l'innovation plutôt qu'aux méthodes conventionnelles. Estimation des pertes ennemies. 60%, structure de commandement totalement perturbée et perte de tous les moyens aériens, rapporta-t-elle dans les résumés post-mission. L'organisation militaire ennemie avait été neutralisée par une supériorité tactique et non numérique. La doctoresse Patricia Walsh traitait les dernières ISO victimes des combats au sol, réussissant à maintenir l'efficacité des forces malgré les blessures. Bilan final, 23 blessés, 8 blessés, aucune perte parmi les forces amies. La réponse médicale professionnelle avait maintenu l'efficacité des unités durant les opérations soutenues. Le Staff Sergeant Mike Thompson coordonnait les communications avec le commandement supérieur, transmettant des rapports influençant l'évaluation sécuritaire régionale. Aucune activité ennemie supplémentaire détectée, rapporta-t-il, confirmant que la menace immédiate sur le camp Desert Hawk avait été éliminée. Victor Koff supervisait le retrait tactique et analysait comment les innovations américaines avaient surpassé sa planification militaire. L'ancien opératif Spetsnaz reconnaissait les compétences exceptionnelles du pilote américain. Un seul appareil a neutralisé nos moyens aériens et perturbé la coordination terrestre par un emploi tactique innovant, admet-il via communication cryptée. Le colonel Jack Harrison apparut depuis le centre des opérations avec des documents qui allaient déterminer l'avenir immédiat de Maria dans l'aviation militaire. Son autorité avait été renforcée par la défense réussie du camp Desert Hawk grâce à des approches tactiques innovantes. Sergent Santos, j'ai reçu une notification du commandement de l'aviation de l'armée concernant votre révision de statut de vol, annonça-t-il avec cérémonie, laissant deviner des développements importants. Vos innovations tactiques lors de la défense de la base ont été reconnues comme une compétence professionnelle exceptionnelle en situation d'urgence. Cette reconnaissance officielle représentait exactement le soutien du commandement qui lui avait manqué lors de ses difficultés réglementaires précédentes. La hiérarchie militaire montrait sa volonté de soutenir l'innovation tactique lorsque le succès de la mission exigeait des approches dépassant les procédures d'essai normales. Le colonel Harrison poursuivit. Nous vous proposons une réintégration au statut de pilote avec affectation à des programmes de développement tactique qui pourront tirer parti de vos méthodes innovantes pour l'emploi des hélicoptères en conditions difficiles. Cette opportunité représentait la validation de tout ce que Maria avait risqué pendant la bataille du camp Desert Hawk. Son audace à enfreindre certaines règles pour assurer le succès de la mission se transformait en atout professionnel grâce à la reconnaissance de sa valeur tactique. Le maître-sergent Rick Martinez sortit du hangar de maintenance avec des rapports techniques montrant des performances aéronautiques au-delà des spécifications. Son expertise mécanique contribuait aux études d'ingénierie qui influenceraient le développement futur des hélicoptères.
Vos techniques de vol pendant les opérations de combat sont maintenant intégrées au programme de formation des pilotes, rapporta-t-il avec satisfaction professionnelle. Ce que vous avez accompli cette nuit-là est enseigné à toute la communauté aéronautique. Les innovations tactiques de Maria devenaient un savoir institutionnel qui profiterait aux futurs pilotes confrontés à des défis similaires. Quelle est votre décision? Demanda le colonel Harrison, offrant des opportunités de carrière qui semblaient impossibles 3 semaines plus tôt. Maria regarda le Camp Desert Hawk, où les opérations quotidiennes continuaient avec une efficacité qui masquait les événements dramatiques ayant testé les capacités de chacun au-delà des limites normales. « J'accepte la réintégration », répondit-elle avec confiance tranquille, reflet de sa transformation personnelle autant que de l'opportunité professionnelle. Mais je souhaite continuer à me former aux opérations de ravitaillement comme spécialité secondaire. Comprendre le soutien au sol fait de moi une meilleure pilote. Cette approche complète reflétait la sagesse acquise par l'expérience. Le succès exigeait de comprendre tous les aspects des opérations militaires et pas seulement une spécialisation technique étroite. Alors que l'après-midi cédait la place au soir, Maria effectua ses derniers contrôles de qualité du carburant en se préparant à revenir aux opérations de vol. Ce travail technique quotidien lui apportait une compréhension précieuse qui renforcerait ses capacités de pilote. Le sergent technique Maria Santos avait cessé de fuir ses compétences et commençait à construire un futur qui honorait à la fois son expertise aéronautique et son engagement à soutenir ses camarades par tous les moyens nécessaires pour le succès de la mission. La bataille du Camp Desert Hawk s'était terminée des semaines plus tôt, mais la victoire qu'elle représentait influencerait carrière, relations et croissance personnelle pendant de nombreuses années. Parfois, les batailles les plus importantes ne se livraient pas contre des ennemis extérieurs, mais contre des limitations internes qui empêchaient les individus de devenir tout ce dont ils étaient capables, lorsque d'autres dépendaient de leur volonté de faire ce qu'il fallait, quel qu'en soit le coût ou la conformité réglementaire. Fin. À suivre, 2 autres histoires incroyables vous attendent à l'écran. Si celle-ci vous a plu, vous ne voudrez pas les manquer. Cliquez pour regarder et n'oubliez pas de vous abonner. Cela compterait beaucoup.